8h34, Laurent Nunez est notre invité ce matin. Vous êtes préfet de police de Paris. Il y a 10 ans, vous étiez directeur du cabinet du préfet. À ce titre, vous aviez vécu les dramatiques incidents de Charlie Hebdo et les autres dramatiques incidents au plus près. Je précise que vous avez été secrétaire d'État à l'intérieur, coordinateur du renseignement national auprès d'Emmanuel Macron. Vous connaissez donc ces sujets par cœur. Je voudrais commencer avec l'actualité. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, jour anniversaire, un risque particulier d'attentats, une menace particulière sur la France et sur Paris dont vous assurez la sécurité? Non, il n'y a pas de menace caractérisée d'attentat, mais il y a une menace qui est permanente et qui est très élevée. On ne connaît pas de projet à ce jour, en tout cas les services de renseignement de toute façon y travaillent. Il n'y a pas de menace caractérisée, mais il y a une menace qui est permanente, une menace qui a pris une forme qui a complètement évolué depuis 2015, où on avait des équipes qu'on appelle dites exogènes, qui avaient fait des séjours sur des théâtres d'opérations extérieures et qui ont attaqué notre pays. Aujourd'hui, on est plus sur une menace endogène d'individus qui sont plutôt sur le territoire national, même si, avec l'évolution géopolitique, on reste prudent, évidemment, sur ce qui se passe notamment en Syrie, ce qui se passe en Afghanistan, et on reste toujours très prudent sur les menaces projetées, mais elles nous semblent moins probables. Mais voilà, il n'y a pas de menace caractérisée, mais il y a une menace qui est toujours à un niveau très élevé. Est-ce qu'il y a des mesures particulières, monsieur le préfet, aujourd'hui, pour ces commémorations? Avec la Nouvelle-Orléans, oui, il y a des mesures particulières. Évidemment, on a des dispositifs de protection des commémorations qui sont renforcés, des dispositifs physiques, donc des forces de l'ordre qui sont déployées. Depuis, le ministre l'a rappelé dans une instruction qu'il a adressée à tous les préfets, monsieur le ministre de l'Intérieur, donc de renforcer la vigilance sur les grands rassemblements de personnes. C'est ce que nous faisons évidemment, mais il faut toujours rappeler ces règles à la lumière de ce qui s'est passé à Magdebourg, à la Nouvelle-Orléans. Et puis évidemment, dans ces moments d'anniversaire, vous imaginez bien que les services de renseignement travaillent de manière encore plus prononcée que d'habitude. Grand rassemblement ou initiative personnelle. Moi, j'étais frappé là par ces présumés influenceurs algériens qui incitent à la violence. Vous ne savez pas comment ça peut être accueilli. Ça peut être accueilli de façon très directe, enfin active, par des gens qui d'un seul coup s'en prennent à des intérêts français ou à des citoyens français. Comment vous préparez à cette menace-là qui est nouvelle? Vous avez raison de souligner que c'est une forme de propagande. Oui. Il y a la propagande de l'État islamique, d'Al-Qaïda, qui est plus qu'elle était, mais qui existe toujours, et qui peut inciter des individus à passer à l'acte. Et les messages de haine, d'appel à la violence, d'appel au meurtre, d'appel au viol de ces influenceurs peuvent y contribuer, évidemment. Et ça peut faire basculer des individus fragiles, ou pas forcément fragiles, et qui peuvent passer à l'action. D'où, évidemment, la réaction extrêmement forte du ministre de l'Intérieur contre ces personnes. Monsieur Nunez, il y a 10 ans, donc vous étiez directeur du cabinet du préfet de police. Lorsque vous avez appris que des coups de feu avaient éclaté près de Charlie Hebdo, puis dans la rédaction de Charlie Hebdo, je crois que tout le monde se souvient malheureusement de ce qu'il faisait, où il était à ce moment-là, en tout cas pour celles et ceux qui étaient déjà en âge de s'en souvenir. Quel écho vous gardez personnellement de ce qui s'est passé? Personnellement, c'est un écho extrêmement fort. Moi, j'étais en fonction, j'animais une réunion. Le préfet de police lui-même était au Conseil de Paris, donc moi j'étais numéro 2, et nous avons effectivement appris d'abord qu'un policier avait été très grièvement blessé, Ahmed Merabé malheureusement qui va décéder très rapidement, avait été blessé sur voie publique, puis ensuite effectivement qu'il y avait eu une attaque sur Charlie Hebdo et qu'il y avait de nombreuses victimes. Voilà, ensuite vous rentrez dans un tunnel où on déploie des dispositifs de protection, et puis la traque évidemment des auteurs qui vont être très très vite identifiés à la faveur d'une carte d'identité oubliée dans un véhicule, et voilà, et ensuite il y a tout un dispositif de traque qui se met en place. Voilà, c'était un moment particulier évidemment dans la vie de chacun d'entre nous, de chacun des membres des forces de sécurité intérieure qui de près ou de loin ont participé à cette traque, à cette séquence qui se prolonge le lendemain avec l'attentat contre Clarissa Jean-Philippe à Montrouge, et puis ensuite l'attaque de l'hypercachère le vendredi. Il y a eu un sentiment de cohésion très puissant qui a uni un peu tous les Français, avec comme paroxysme cette marche à laquelle plus d'1 million de personnes ont participé. Est-ce que vous jugez qu'il y a eu par la suite un délitement, et où est-ce que vous pensez qu'on en est aujourd'hui, 10 ans après? Il y a eu un esprit « Je suis Charlie » extrêmement fort. On a une manifestation dont l'organisation avait été décidée dès le mercredi, dès après l'attaque contre les locaux de Charlie. C'est-à-dire qu'on doit en même temps gérer les 2 attentats qui suivent et l'organisation d'une marche où on attend de nombreux chefs d'État et qui nous mobilisent évidemment aussi énormément, enfin la préfecture de police. Et on va accueillir, en vrai, beaucoup de personnes n'ont même pas pu accéder à la manifestation tellement il y avait de monde. On pense qu'il y avait entre 1 et 2 millions de personnes, mais sans doute beaucoup plus compte tenu de toutes les personnes qui ne sont jamais arrivées. Donc, alors il y
y avait cet esprit Charlie qui a existé dans d'autres villes en France. Il y a eu mais quand vous énormément voyez que l'antisémitisme explose en France, quand vous voyez que les menaces sur les réseaux sociaux se multiplient. Évidemment que la montée, depuis une partie de l'esprit je suis Charlie a progressivement disparu avec la montée de l'antisémitisme, avec la montée aussi de l'islamisme politique, de l'islam politique aussi. Donc on voit bien que cet esprit il a un peu disparu et il faut évidemment continuer à porter nos valeurs de liberté d'expression. Je prolonge la question de Jean-Baptiste. Il y avait aussi 2 hashtags qui ont fleuri à cette époque-là. Je suis policier, je suis juif, à cause de l'hypercachère et à cause des policiers abattus. Or ça aussi, on ne l'entend plus beaucoup aujourd'hui dire qu'on est... Absolument. On est policier. Absolument. Enfin, le je suis policier, je suis Charlie, il y avait ce slogan, et je suis juif, et évidemment, après l'attaque de l'hypercachère, puisque la séquence dans laquelle on entre en janvier 2015, elle cible à la fois les forces de l'ordre, avec l'attentat contre Clarissa Jean-Philippe à Montrouge, elle cible la communauté juive avec l'hypercachère, et puis la liberté d'expression, les caricaturistes, Charlie. Donc voilà, on a toutes les cibles des terroristes qui sont atteintes ce jour-là, et il y a une réaction dans l'opinion française qui est extrêmement massive, et c'est cet esprit qu'il faut faire perdurer. Il reste majoritaire, mais il subit des coups importants, évidemment, avec l'islam politique, avec l'antisémitisme qui monte dans notre pays, inexorablement. Restez avec nous, Laurent Nunez, l'invité du 8h30 du 6-9 d'LCI ce matin, tout de suite. Le préfet de police, Laurent Nunez, est avec nous ce matin. Donc je le disais, vous avez également été secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur, coordinateur du renseignement national auprès d'Emmanuel Macron, et vous le rappeliez à l'instant en antenne, également à la DGSI, au renseignement intérieur. Nous commémorons aujourd'hui les 10 ans de l'attentat de Charlie. Est-ce que c'est possible encore? Qu'a-t-on fait depuis qui nous protège collectivement de nouveaux épisodes comme ceci? Depuis, on s'est complètement réarmé contre le terrorisme, mais complètement. Et significativement avec l'élection du président Emmanuel Macron, qui en a fait un de ses chevals de bataille dès son arrivée, avec une loi antiterroriste qui a été adoptée dès 2017, avant même la fin de l'année, avec le réarmement de tous les services de renseignement. On a eu 1900 recrutements dans les services de renseignement, ne serait-ce qu'en simplement ceux du ministère de l'Intérieur, la DGSE, le budget de la DGSI qui a été multiplié par 2, des moyens techniques qui ont été alloués au service, la loi renseignement qui avait été adoptée en 2015, qui a été complétée de nouveaux outils de renseignement, et puis surtout un état d'esprit qui a complètement changé à la demande du président de la République. Et c'est un peu la même chose que souhaite faire M. Retailleau en matière de lutte contre le narcotrafic d'ailleurs. En matière de terrorisme, le président de la République, il a demandé aux services de renseignement de travailler ensemble, de décloisonner toute leur façon de travailler et d'échanger l'information en permanence. Il y a un état-major qui est dédié à cela, à la DGSI, qui est effectivement chef de file de la lutte contre le terrorisme. Et les échanges d'informations ont explosé, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de trous dans la raquette. C'est ça qui permet de déjouer les 3 attentats qui ont été déjoués pendant les JO, bien sûr, cette collaboration entre tous les services qui a été renforcée, qui a été imposée par le président de la République à l'époque. Imposée. Ça n'a pas toujours fonctionné comme ça par le passé. Et donc il a imposé cette coordination extrêmement forte. Il a effectivement nommé de nouveaux patrons des services de renseignement, dont moi à l'époque, en 2017, et il a imposé ce décloisonnement qui a porté ses fruits, présidé lui-même des conseils de défense toutes les semaines. Et puis il y a eu aussi quelque chose d'important qui a beaucoup évolué, c'est la coopération internationale. C'est-à-dire que les relations avec les autres services de renseignement ont complètement explosé, ce qui fait qu'on a resserré les mailles du filet en matière de... À l'occasion de ces événements dramatiques. Et qu'il y a eu 54 attentats déjoués quand même depuis 2017, dont le ministre de l'Intérieur le rappelait dans une interview aux Parisiens, rien qu'en 2024, il y a eu 9 attentats déjoués, dont effectivement les 3 qui visaient les Jeux Olympiques et qui ont été déjoués grâce à ce dispositif de... À l'occasion de ces événements tragiques, il y a des dispositions du droit exceptionnel qui sont entrées dans le droit commun. Il y a des dispositions qui ont changé de véhicule législatif. Il y a un débat politique aujourd'hui sur l'apologie du terrorisme qui initialement est contenu dans le droit de la presse, qui a été transposé dans le droit commun. Une partie de la gauche veut son retour dans son véhicule originel. Est-ce que vous, qui êtes spécialiste de ces questions, vous pensez que c'est il est aujourd'hui temps qu'elle réintègre son véhicule originel, ou est-ce que vous pensez que la situation reste critique et qu'il faut que ces dispositifs exceptionnels restent dans le droit commun? Non, la situation reste très critique. Vous avez raison de rappeler qu'en 2017, dans le cadre de la loi antiterroriste, il y a un certain nombre d'outils législatifs qui étaient des outils d'état d'urgence qui sont passés dans le droit commun et qui sont très utiles au service. On l'a vu avant les JO, on a utilisé des visites domiciliaires qui permettent, évidemment, sous le contrôle du juge, d'aller effectuer
un certain nombre sont des sortes de perquisitions, mais sous le contrôle du juge judiciaire. On a eu les mesures individuelles de contrôle et des surveillances qui ont permis d'assigner, d'obliger à pointer un certain nombre d'individus d'objectifs qui étaient connus, qui ont été mis en œuvre par Gérald Darmanin avant les JO et qui ont été des outils très utiles. Donc ce sont des vrais outils. L'apologie du terrorisme, on ne peut pas revenir dessus, ça n'est pas possible. Enfin, le vecteur législatif, loi presse, pas loi presse, l'idée qui a été avancée, c'est de revenir sur l'apologie du terrorisme parce qu'on considérerait que c'est un outil, un instrument politique finalement pour lutter contre l'opposition qui exprime un certain nombre d'idées. Pas du tout. L'apologie du terrorisme, c'est quelque chose qui vise à réprimer. Et des élus de gauche qui ont été concernés par des... et qui parfois sont visés par certaines actions au pénal parce que c'est une forme de soutien à des actions qui pourraient être terroristes. Dire que le Hamas est un mouvement de résistance, ça pose un problème de ce point de vue-là. Et l'apologie du terrorisme permet justement de lutter contre ce type d'expressions qui peuvent avoir des conséquences en matière de terrorisme. Vous savez, sur des esprits fragiles, ça peut inciter à passer à l'action. Un mot pour revenir sur les coopérations. Comment vous appréciez aujourd'hui celle des Kurdes, précisément en Syrie, vous y avez fait allusion au début de notre entretien, et à celle de la Turquie? Ce sont deux territoires différents, mais où d'un côté il y a une alliance sans faille entre nos services et les Kurdes, et de l'autre côté une coopération ambiguë, si on peut utiliser ce terme-là, de la part des services turcs. Et les Kurdes qui détiennent toujours certains leaders de Daesh. L'enjeu, c'est ce que vous venez de dire, effectivement. L'enjeu, c'est que les Kurdes donc, ont lutté contre Daesh, et puis détiennent un certain nombre de djihadistes, beaucoup de djihadistes, dont des Français. Donc c'est environ 150, je reprends le chiffre du ministre, c'est 150 qui est évidemment le chiffre exact. On a quelques dizaines d'hommes qui sont détenus, et puis on a des femmes qui sont dans les deux camps d'Al-Hol et Al-Roj. Donc pour nous, il y a un vrai enjeu. Il y a un vrai enjeu à ce que ces personnes restent sous contrôle des forces kurdes, enfin des forces démocratiques syriennes auxquelles appartiennent les Kurdes. Je crois que le ministre de l'Intérieur a rappelé qu'il y a toute une démarche diplomatique aussi qui est engagée avec la Turquie pour rappeler l'intérêt qu'il y a pour la France, évidemment, à ce que ces personnes ne se disséminent pas dans la nature et qu'on ne les retrouve pas en menace projetée sur le territoire national. Donc pour nous, il y a un véritable enjeu, effectivement. Et les Turcs prennent au sérieux précisément vos mises en garde sur le fait que... Ça ne relève pas du modeste préfet de police et de ses compétences. Mais il y a une action diplomatique, évidemment, qui est engagée. Monsieur Nunez, encore une question, s'il vous plaît, parce que vous avez mentionné les deux noms, Monsieur Retailleau, Monsieur Darmanin, vous les connaissez, vous avez travaillé avec Monsieur Darmanin. Comment est-ce que vous jugez les premiers pas de ce couple intérieur-justice? Est-ce qu'il est de nature, selon vous, à aider le pays à être plus efficace dans sa lutte contre le terrorisme, mais aussi contre le narcotrafic, etc. Enfin, bien sûr. Alors, je m'exprime à titre personnel. C'est presque une question un peu politique, je m'exprime à titre personnel. Ce que veut faire le ministre de l'Intérieur pour lutter contre le narcotrafic, taper le trafic à la tête, essayer de décalquer ce qu'on a fait pour le terrorisme, ce que j'ai expliqué, ce que le président de la République a lancé en 2017, décloisonnement, travail coopératif, création du PNAT aussi, du Parquet national antiterroriste, le décliner pour le trafic de stupes, compte tenu de la menace que ça représente pour les intérêts fondamentaux de la nation aujourd'hui. C'était évidemment une très bonne idée et l'ensemble des services de police, dont ceux que je dirige, l'attendent. Mais il y a une partie de ces mesures qui relèvent en fait du ministre de la Justice, c'est-à-dire les mesures législatives, les gels d'avoirs, saisies d'avoirs, étendre l'utilisation de techniques de renseignement en matière judiciaire, on appelle ça les techniques spéciales d'enquête, étendre le champ du possible pour ces techniques, sont autant de moyens qu'on attend, relèvent de dispositions législatives qui vont être portées par le ministre de la Justice, le garde des Sceaux. Poser la question politiquement, le problème de la police, c'est la justice ou pas ? Non, le problème de la police, c'est les moyens de la justice, c'est ce qu'a dit Gérald Darmanin. Et premier élément, c'est le ministre de la Justice qui va porter ces mesures législatives. Deuxième élément, c'est qu'il a annoncé qu'il y aurait une circulaire de politique pénale dans laquelle il va demander une fermeté accrue au procureur, ce qui est dans les prérogatives d'un ministre de la Justice. Donc, il n'y a aucune raison que ce couple ne fonctionne pas. Il s'inscrit dans une démarche qui est évidemment très régalienne, mais qui correspond, je peux vous le dire comme préfet de police maintenant, et comme responsable des services de police, il correspond à une attente forte, très forte, des services de police dans ce pays. Un dernier mot, ça veut dire qu'on peut faire plus. C'est-à-dire que d'un point de vue de la justice, de l'application des peines, de la façon dont les investigations sont conduites, on peut faire plus sans forcément plus d'argent. On peut faire plus sans forcément plus d'argent, ça c'est un autre sujet, mais on peut faire plus en termes d'investigation judiciaire dès lors qu'on a des moyens accrus de taper les trafiquants à la tête. Donc on fait beaucoup en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants. On a des résultats qui sont quand même assez exceptionnels. Les chiffres explosent parce qu'on mène des investigations
Mais ce qui compte, c'est de taper le trafic à la tête. Ce qui compte, c'est de taper les têtes de réseau. Pour ça, il nous faut des moyens juridiques supplémentaires. Oui, évidemment, on peut faire plus, et on va faire plus. C'est ce que nous a demandé le ministre de l'Intérieur. Il faut absolument faire plus et être encore plus efficace contre les trafics. C'est une guerre où on gagne beaucoup de batailles, mais il faut gagner toutes les batailles et gagner le combat final. Merci beaucoup Laurent Nunez d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI. Dans quelques instants, restez bien avec nous, c'est l'info en plus. À tout de suite.